Bien, bonjour à tous. On se retrouve pour faire le 15.3. Là, on va parler cette fois d'intervalle de confiance. On va parler à nouveau de ces intervalles de confiance. Vous avez déjà vu cette notion en seconde. Et c'est le dernier paragraphe du dernier chapitre qu'on étudiera cette année. Retenez vos larmes. Ça va aller. Allez, c'est parti. Donc 15.3, estimation et intervalle de confiance. Hop. Alors, ce qu'on appelle un intervalle de confiance pour une proportion P à un niveau de confiance de 95%, c'est la réalisation à partir d'un échantillon d'un intervalle contenant la proportion P avec une proba supérieure ou égale à 95%. D'accord? Donc ici, un tel intervalle de confiance va être déterminé à partir de la variable aléatoire fréquence de succès. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, cette définition, que si on répète un grand nombre de fois l'expérience sur des échantillons similaires, on va construire environ 95% d'intervalles d'estimation qui contiendraient la proportion P. Essayez de faire attention à ne pas dire que la proportion que P soit dans la probabilité plutôt que P soit dans l'intervalle de confiance est supérieure à 0,95. C'est pas vraiment la même chose. Ici, c'est si on fait un très grand nombre de fois cette expérience, on aurait 95% des intervalles d'estimation qui contiendraient la proportion P. Ok? Alors on va essayer de bien comprendre la différence entre intervalle de confiance et intervalle de fluctuation qu'on avait auparavant. Allez, c'est parti. Donc ici, propriété 15.4. On nous donne une variable aléatoire xn qui suit la loi binomiale de paramètres np, un échantillon de taille n. Alors ici on prend supérieur strict, bon, c'est supérieur ou égal, ça n'a pas une grosse importance. Correspondant à cette expérience, on va appeler Fn la fréquence d'apparition des succès dans notre échantillon. Fn, puisque xn c'est le nombre de succès, la fréquence c'est évidemment xn sur n. Dans ce cas-là, l'intervalle qu'on va définir comme étant Fn moins 1 sur racine de n, Fn plus 1 sur racine de n, c'est un intervalle de confiance à 95%. D'accord? Alors, Fn ici, c'est vraiment la fréquence d'apparition des succès dans l'intervalle considéré. Hein, c'est vraiment pour un échantillon. Comment est-ce qu'on démontre ça? Ça va pas être très compliqué, en fait, c'est juste un renversement en gros d'inégalité. Hop. Donc pour démontrer ça, donc on a dit Fn c'était ça. Nous on a vu que pour n assez grand, la probabilité que Fn appartienne à cet intervalle-là est supérieure à 0,95. D'accord? Parce que si vous vous rappelez, alors votre par rapport au cours qu'on a déjà fait, par rapport au cours là, celui-là, Fn appartient à cet intervalle-là. On a vu que cet intervalle-là, le P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, c'est un intervalle qui contient l'intervalle IN, qu'on avait défini comme intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc ici, étant donné que la probabilité pour Fn d'être dans IN est supérieure à 0,95, la probabilité pour Fn d'être dans un intervalle plus grand est aussi supérieure ou égale à 0,95. D'accord? Et donc, ça, c'est donc la probabilité pour Fn, on a juste réécrit autrement les choses, en termes de double inégalité. Et maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va renverser un petit peu les choses. On va passer le P à l'intérieur et le Fn, on va le sortir. Donc ici, quand on a ça, si je passe le P ici, ça devient moins P. Et le Fn, quand je le passe de l'autre côté, ça devient moins Fn. On a donc moins Fn, moins 1 sur racine de n, moins P, etc. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va multiplier par moins 1. Donc comme on multiplie par moins 1, ça change le sens des inégalités. Donc celui qui est ici, quand je le multiplie par moins 1, et que j'obtiens donc Fn moins 1 sur racine de n, devient plus petit que P. Et celui qui est ici, quand je le multiplie par moins 1, j'obtiens Fn plus 1 sur racine de n, devient plus grand que P. On a donc la probabilité que P soit entre ces deux valeurs,
Fn moins sur racine de n et Fn plus 1 sur racine de n qui est supérieur à 0,95. Ça signifie que l'intervalle ici considéré a une probabilité supérieure à 95% de contenir P. C'est donc notre intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%. Je remets la même remarque là, si on fait un très grand nombre de fois l'expérience, 95% des intervalles qu'on va construire vont contenir P. Alors, on va pouvoir énoncer une propriété qui nous dit que petit p est élément de l'intervalle petit f moins, donc petit f c'est notre grand Fn de tout à l'heure, là, c'est la fréquence de l'échantillon, enfin, c'est la fréquence dans l'échantillon qu'on a observé, fréquence observée dans un échantillon. P va être élément de cet intervalle avec un niveau de confiance de plus de 95%. D'accord ? Ça, parce que la probabilité pour P, P d'être dans cet intervalle-là est supérieure à 0,95. Souvent, même chose que pour les intervalles de fluctuation, on utilise ça. Alors, la petite subtilité ici, c'est que pour les intervalles de fluctuation, on fait une hypothèse sur P, donc on le fait avec le P qu'on suppose. Là, ici, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas P en général. D'accord ? Puisque c'est pour avoir un intervalle de confiance pour situer en gros dans quel intervalle se situe P. Donc on n'a pas la valeur de P. Alors souvent, il y a une information dans l'énoncé qui permet de vérifier qu'on a ces conditions-là. Je sais qu'il y a des manuels qui s'embêtent moins là dans ces situations-là, où ils remplacent carrément le P ici par F. Ils mettent F pour tester les hypothèses. Souvent ça passe, ça suffit. Moi j'aime pas trop faire ça, mais je préfère, si vous voulez, avoir un petit peu des estimations de la valeur qui serait pour P et voir si c'est cohérent. Par exemple, quand on vous dit NP supérieur à 5, ça signifie que P est supérieur à 5 sur N. Donc vous regardez ce que vaut 5 sur N, et vous voyez si ça vous donne une valeur cohérente pour P dans la situation dans laquelle vous êtes. D'accord ? Ce genre de manip-là. Bien, alors donc, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est ça, c'est que ici, on a la définition d'un intervalle de confiance au seuil de 95%. Alors, on va voir un exemple d'application de cette propriété en considérant ici un deuxième tour d'un scrutin électoral. Deux candidats se présentent, on note P la probabilité que A soit élu. Et on fait un sondage sur 1000 personnes pour voir leur intention de vote. Alors avec remise, toujours pareil, pour imaginer que prise au hasard avec remise, qu'on est dans le cadre de la loi binomiale, etc. 540 répondent qu'elles vont voter pour A. Et on nous demande de donner un encadrement de P. Encadrement de P, vous comprenez qu'il va falloir aller chercher notre intervalle de confiance. Donc pour pouvoir appliquer ça, on teste déjà si on a des valeurs qui sont cohérentes pour l'application. Donc ici N est bien supérieur à 30. NP, puisque N c'est 1000. Ici NP, je vous disais tout à l'heure, 5 sur N là, 5 sur 1000 ça fait 0,05. Et on fait la même chose pour N à moins P, 0,095. Donc même si on ne connaît pas la valeur de P, vu l'estimation fournie ici de 0,540, on peut quand même considérer dans ce cas-là que sans forcément l'associer exactement à F, mais qu'on va être quand même dans quelque chose qui sera satisfaisant par rapport aux conditions. D'accord ? Donc on peut quand même se dire raisonnablement, admettre que les conditions sont vérifiées. C'est toujours pareil, c'est pas du strict, c'est bon, on estime que c'est cohérent. Et donc on calcule l'intervalle de confiance. Donc ici, l'intervalle de confiance c'est 0,572, qui donne donc une estimation du pourcentage d'électeurs favorables à A. À nouveau, ça signifie que si on faisait plein de fois ce sondage, on construirait des intervalles de confiance à chaque fois un petit peu différents, puisqu'on n'aurait pas exactement le même nombre de personnes qui répondraient voter pour A, mais on aurait 95% de ces intervalles qui contiendraient la probabilité
théorique P. D'accord? Donc ici, on a quand même un sondage favorable au candidat. Le programme nous demande de vous faire cette remarque, c'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, utiliser cet intervalle de confiance-là, plutôt que le 1 moins racine de n, enfin plutôt que le f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Mais on ne peut pas le justifier cette année, celui-là. Et donc, quelques remarques. Donc, première chose, c'est que intervalle de confiance, quand est-ce qu'on parle d'intervalle de confiance? C'est quand on connaît la fréquence de succès sur un échantillon et qu'on cherche à déterminer la proba théorique. Typiquement, le sondage. On va faire un sondage, on connaît la fréquence d'apparition de tel ou tel caractère et on cherche à déterminer quelle serait la probabilité théorique d'apparition de ce caractère. En l'occurrence, du vote pour A. Dans notre intervalle de confiance, sa précision va dépendre de la taille de l'échantillon utilisé, et pas de la taille de la population. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, peu importe qu'il y ait 60 millions de personnes, enfin, si une élection ici nationale, peu importe qu'il y ait, je sais pas, 40 millions de votants, ce qui m'intéresse là, c'est le nombre de personnes qui sont interrogées, pour avoir la précision de l'intervalle de confiance. Et ce qui nous permet de donner la précision, vous l'avez compris, étant donné qu'on a ici un intervalle qui va être centré en f, qu'on va s'écarter de f de 1 sur racine de n d'un côté et de l'autre, la taille ici de notre intervalle, c'est 2 sur racine de n. Donc la précision va être donnée par la longueur. Et vous comprenez bien que plus vous prenez un n grand, plus vous allez avoir un échantillon, enfin un intervalle de confiance resserré. Et donc pour obtenir une précision voulue, si on veut une précision de temps, il suffit de prendre un n qui va correspondre à ce qu'on veut, en utilisant que la taille de l'intervalle, c'est 2 sur racine de n. Allez, on termine. Dans les valeurs approchées, c'est comme pour intervalle de fluctuation. Du moment où vous avez des intervalles à déterminer, vous prenez toujours borne 1 pour la borne 1, vous la prenez toujours par défaut pour avoir quelque chose qui va être ici, qui va contenir l'intervalle strict, et la borne sub, vous la prenez par excès pour avoir à nouveau quelque chose qui va contenir l'intervalle strict. Enfin, quand je dis l'intervalle strict, l'intervalle exact. D'accord? Comme ça, on est sûr d'avoir vraiment ce qu'on veut. C'est un peu plus large, mais en tout cas, on contient ce qu'on veut. Exemple, combien faut-il interroger de personnes lors d'un sondage pour obtenir un intervalle de confiance au C de 95% d'amplitude 0? L'amplitude, on a compris que c'est 2 sur racine de n, donc il faut que cette amplitude soit au plus grand égale à 0,01. Donc on résout cette inéquation qui ne pose pas de problème et on trouve que n doit être supérieur ou égal à 40 000. Les sondages pour les élections, deuxième exemple, sont le plus souvent réalisés sur un échantillon de 1000 personnes. Que peut-on dire de l'intervalle de confiance? On peut déterminer son amplitude, 2 sur racine de 1000 ici. L'amplitude 0,063. Ah oui, si vous faites ça, ça doit faire 0,063, sans doute. Donc ici fait que on a un résultat qui est à plus ou moins 3%. Là, on comprend que 0,06, ça fait un 0,03 de chaque côté. Donc, on est à plus ou moins 3% quand on donne un résultat de sondage. Donc, si on nous donne un résultat de sondage et que les intentions de vote sont entre 47 et 53%, évidemment, ça ne va pas nous dire grand-chose. On nous dit, voilà, les intentions de vote pour Monsieur A sont de 51%, par exemple. Étant donné que c'est à plus ou moins 3% près, en fait, ça veut dire qu'on est entre 0,48 et 0,54. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que P, dans 95% des cas, va se retrouver là-dedans. On ne sait pas si on est plus là-dedans, donc dans ce cas-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et voilà qui termine ce chapitre cette année.